Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président Ange Rajoelina prend officiellement son poste de président de la République de Madagascar à partir de ce jour. Son investiture s'est tenue au stade de Mamassane en présence des hautes personnalités internationales, des membres du gouvernement malagasy et des hauts représentants de l'État. Les détails avec Judical Ranjanirin et Andra Zanjebe. La cérémonie d'investiture du président de la République Ange Rajoelina s'est tenue ce jour au stade Mamassane. Plusieurs chefs d'État et hautes personnalités internationales ont fait le déplacement à Madagascar pour assister à cette cérémonie. Devant Dieu, le pays et le peuple malagasy, je fais le serment de réaliser suivant les normes en vigueur et dans l'intégrité les nobles fonctions et la haute responsabilité du président de la République. Je fais aussi le serment de mettre en œuvre tous les pouvoirs qu'on me prête, en faisant tout mon possible pour défendre et raffermir l'unité nationale et le respect des droits de l'homme. Je fais aussi le serment de respecter la Constitution et l'orthodoxie financière pour le bien de toute la population. C'est le serment fait par le président de la République Ange Rajoelina. L'insigne de grand croix de première classe de l'ordre national, ainsi que le collier de grand maître de l'ordre national malagasy et le grand cordon ont été remis au président de la République Ange Rajoelina par le nouveau grand chancelier, le général à la retraite Marcel Randzev. La cérémonie d'investiture du président réélu Ange Rajoelina a été dirigée par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakotoarsou. 3 piliers seront priorisés durant ces 5 prochaines années, réitère le président Ange Rajoelina ce jour. Il s'agit notamment du capital humain, de l'industrialisation et de la gouvernance. Lors de son discours, le président de la République Ange Rajoelina a remercié tous les invités internationaux de leur venue. Judical Ranjanirin, Andra Zanjebe. Le président Ange Rajoelina a réitéré ses engagements envers la population ce jour lors de son investiture. Il a souligné que 3 piliers seront priorisés. Il s'agit notamment du capital humain, de l'industrialisation et de la gouvernance. Concernant le volet social, à part le renforcement des aides, le président de la République a parlé de formation pour les citoyens pour qu'aucun membre de la famille ne soit une charge. Une priorité sera accordée à la facilitation de l'accès à la planification familiale afin de contribuer à l'amélioration du niveau de vie de chaque foyer. Par ailleurs, ce mandat sera marqué par une lutte active contre toute forme de corruption servant les intérêts individuels au détriment de l'intérêt général. La construction des infrastructures, entre autres le pipeline, l'autoroute reliant Antananarivo et Mamassane, seront poursuivies. Il a également soutenu que la production d'électricité sera renforcée. Concernant l'industrialisation, le numéro 1 malagasy a souligné que nous sommes sur la bonne voie de l'émergence. Car est aujourd'hui en chantier, la transformation est en cours, l'émergence est à l'horizon. Les grands chantiers que nous avons initiés vont indéniablement transformer et mener Madagascar vers l'émergence. Le bien-être de la population sera au cœur de mes actions, menant vers une société équitable. La mise en œuvre des réformes structurelles impactera positivement et efficacement la croissance économique du pays. Le président de la République a remercié les hautes autorités étatiques venues spécialement à Madagascar pour cette occasion. Je tiens tout d'abord à exprimer à quel point je suis heureux et reconnaissant de vous accueillir ici à Madagascar, en ce lieu symbolique et historique où les dirigeants successifs de notre pays ont été sacrés par le peuple. Vous avez traversé des océans pour rejoindre la Grande Île et marquer votre solidarité pour honorer cette cérémonie d'investiture. Je remercie ici le président de l'Union africaine, mon ami Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et son épouse, Assisi Kabea, Wan Slua de l'Union européenne, Union africaine.
Nous sommes également très honorés d'accueillir le président en exercice de la SADC et le président de l'Angola, présents ici. Merci également à Monsieur le Président de la République du Mozambique. Nous sommes très honorés également d'accueillir Monsieur le Président du Zimbabwe. Merci de votre présence, Monsieur le Président de l'île Maurice. Mais également à Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau. Mon ami et frère Umaro Sissoko Ombalo, qui a malgré la distance a tenu à être présent ici également. Merci mon frère. Je remercie également tous les envoyés spéciaux qui ont fait le déplacement pour représenter leur pays respectifs. Le président Andrazoel a réitéré dans son discours qu'il sera le président de tous les Malagasy. Il a également appelé tous les patriotes de lui donner la main. Il a poursuivi qu'ensemble, Madagascar se développera. La coopération entre le gouvernement et le secteur privé, annoncée par le président de la République, attira les bailleurs de fonds à investir à Madagascar, ont déclaré aujourd'hui les entrepreneurs qui ont assisté à cette cérémonie d'investiture. Les hommes d'affaires ont également déclaré être ouverts à cette proposition. Fadesena Mireille, Anzara Zanarville, Yves Janel. Aider les entrepreneurs en matière de création, promouvoir l'économie, créer des emplois, notamment pour les jeunes, font partie des priorités du président de la République Andrazoel en ce deuxième mandat. Les opérateurs économiques espèrent que cela se fera très prochainement. Un président élu démocratiquement facilitera également le secteur des affaires, ont-ils déclaré. Ces entrepreneurs ont exprimé leur volonté de coopérer avec le gouvernement. Parmi les invités internationaux du président Andrazoel ce jour, des partenaires et des représentants des bailleurs de fonds. Et la diaspora malgache a également assisté à ce moment historique pour le pays. C'est une marque de solidarité avec le peuple malgache et le président de la République, mais c'est aussi l'expression de leur volonté de contribuer au développement du pays, ont-elles déclaré aujourd'hui. La diaspora est convaincue par la vision et la façon de penser du président Andrazoel, comme elle l'a toujours confirmé. Les détails avec Andoniana Martina, Sai Sylvain et Sechandianab. Madagascar a un président démocratiquement élu. Le président Andrazoel entame son deuxième mandat. C'est une fierté pour le pays. C'est pourquoi les Malgaches résidant à La Réunion ont manifesté leur solidarité avec la population ce jour. Selon eux, la diaspora a un devoir envers le pays, même si elle vit à l'étranger. Elle a également montré sa volonté de contribuer au développement du pays. Depuis longtemps, la diaspora malgache est convaincue de la vision et des méthodes de travail du président Andrazoel. Madagascar a un meilleur avenir pour les 5 prochaines années, a-t-elle déclaré aujourd'hui. Les citoyens lambda sont satisfaits du discours du président de la République Andrazoel, mentionnant qu'il se penchera un peu plus sur le social et surtout les familles vulnérables. Ils y croient et espèrent un avenir meilleur pour ces 5 prochaines années. Ces citoyens attendent impatiemment la mise en place des formations promises par le président Andrazoel pour qu'ils puissent y participer et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Et le président de la République Andrazoel a remis aujourd'hui, juste après la cérémonie d'investiture, les clés d'un appartement T3 au Lake Village Ivatu à une famille chanceuse grâce au tombola organisé à cette occasion. C'est un geste symbolisant l'amour qui va marquer les 5 prochaines années de mandat du président Andrazoel. Après la cérémonie solennelle, un grand concert suivi d'un spectacle de feux d'artifice ont été organisés.
Et toujours dans les actualités, les candidats Lalen Ratiraounen et Raderanirina Senchsan Daniel étaient parmi ceux qui sont venus soutenir et honorer la cérémonie d'investiture du président de la République Andrazouelen. Senchsan Daniel a déclaré que son arrivée est un hommage au peuple malgache. Pour Lalen Ratiraounen, sa présence est une étape de réconciliation. Mervoulat-Sfiran, Braz de Nilsson. Parmi ceux qui ont reçu une invitation à assister à la cérémonie d'investiture du président de la République élu par le peuple malgache, Andrazouelen, figurent les candidats à l'élection présidentielle du 16 décembre dernier. Les candidats Raderanirina Senchsan Daniel et Lalen Ratiraounen ont répondu à cette invitation et ont été aperçus au stade Barema Massen. Raderanirina Senchsan Daniel a déclaré que l'installation du président est un honneur pour le peuple malgache. De son côté, Lalen Ratiraounen a fait une déclaration écrite. Selon cette déclaration, l'un des objectifs de son parti depuis sa création en 2002 est d'être un artisan de la paix pour tout le peuple malgache. Répondre et assister à l'invitation est une étape vers la réconciliation, indique le communiqué. Toujours selon cette déclaration, si l'on s'écoute et si l'on se donne la main, nous serons prêts à établir un état de droit où règne la vérité. Alors, Madagascar progressera véritablement. La pauvreté sera vaincue. La population aime le président de la République Andrazouelen. De nombreux citoyens ont commencé à faire la queue hier dans la soirée devant le stade de Mamassen pour attendre l'ouverture des portails et la distribution des tickets d'entrée pour la cérémonie de ce jour. Parmi eux, il y a ceux qui sont venus de loin. Hier, dès 18 h, des gens sont venus faire la queue devant le portail du stade Barema Mamassen. Ils étaient prêts à y dormir pour pouvoir être les premiers à entrer dans le stade pour assister à la cérémonie d'investiture du président Andrazouelen. La plupart de ces citoyens sont venus de loin, notamment de la province de Fianarantsoa et des autres arrondissements de la capitale. Ils ont préféré faire la queue la veille pour être sûrs de pouvoir entrer et d'avoir une meilleure place. Ils n'étaient pas venus les mains vides, ils ont apporté de quoi se couvrir la nuit et ils ont emmené leur repas. Leur amour pour le président de la République Andrazouelen les ont poussés à agir ainsi, et ce n'est pas souvent qu'ils ont l'occasion d'assister à une investiture, ont-ils réitéré. À l'international, des combattants de minorités ethniques opposés à la junte au pouvoir en Birmanie ont annoncé ce jour avoir pris la ville de Namsan dans le nord du pays, au surlendemain de l'annonce par la Chine d'un cessez-le-feu obtenu grâce à sa médiation. France 24. Je me trouve dans une école bombardée le 30 novembre dernier et voici des manuels fournis par l'UNICEF que j'ai trouvés dans les décombres. Heureusement, aucun enfant n'était présent au moment du bombardement qui a eu lieu le soir. Voici le type de bombe utilisée par la junte, une bombe de 230 kg fabriquée dans des usines en Birmanie. Vous voyez l'ampleur des dégâts pour des bombardements qui ne frappent pas uniquement les armées rebelles, mais bien des civils. Selon les analystes, il s'agit de bombardements punitifs. Le message de la junte serait, vous, le peuple, vous soutenez les rebelles, alors nous allons vous punir. En ce qui concerne les combats, ils se concentrent dans la ville de Loikok, la capitale de l'état de Kaya, donc dans l'est de la Birmanie. Plus de 1000 rebelles des armées Karenni, une ethnie majoritairement chrétienne, font face à entre 700 et 900 soldats birmans. J'ai passé les 3 derniers jours dans cette ville et les combats sont vraiment intenses, ils ont lieu nuit et jour. Les rebelles qui ont lancé l'offensive, le 11 novembre dernier, ont fait de belles prises les premiers jours. Ils ont réussi à s'emparer de lieux stratégiques comme la cour de justice, comme le commissariat principal de la ville. L'armée birmane a envoyé 300 soldats en renfort et aujourd'hui, le rapport de force s'est équilibré. Les combats pourraient encore durer. Pas question pour la junte de perdre cette ville clé puisqu'elle se trouve à seulement 120 km de la capitale de la Birmanie.
Proche de Vladimir Poutine, Viktor Orban a mis son veto hier à un accord sur un programme d'aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, alors qu'une telle décision requérait l'unanimité. Espérant qu'un accord pourrait être trouvé lors de leur prochain sommet début 2024, les dirigeants européens assurent que l'Ukraine pourra dans tous les cas compter sur l'Union européenne. France 24. Viktor Orban bloque un nouveau soutien budgétaire européen à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. La décision devait être approuvée à l'unanimité par les 27, mais Budapest a apposé son veto. Les 26 autres pays de l'Union ont donc dû s'incliner face à l'obstination du dirigeant hongrois. Il a tout de même accepté de s'abstenir sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Pas de soutien financier donc, mais une décision symboliquement très forte. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions ouvrir les discussions d'adhésion dès ce matin, donc c'est la grande nouvelle du jour. À propos de l'argent, je pense que nous en avons obtenu davantage que ce que je pensais. Nous sommes 26 à être d'accord et étant donné l'avancée des discussions, je suis assez confiant pour que nous parvenions à un accord au début de l'année prochaine. L'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine est pourtant cruciale, alors qu'une aide américaine de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès par des élus républicains. Pour ne pas endosser la responsabilité d'une décision qu'il estime désastreuse, Viktor Orban est sorti de la salle au moment du vote sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec Kiev. Les dirigeants européens ont aussi décidé d'ouvrir des pourparlers d'adhésion avec la Moldavie et d'octroyer à la Géorgie le statut de candidat. La veille du sommet, la Commission européenne a débloqué 10 milliards d'euros du Fonds de cohésion européen à la Hongrie, gelé depuis près d'un an, pour inconformité avec l'état de droit. Pour terminer, l'armée israélienne a annoncé la mort d'Elia Toledano, otage franco-israélien de 28 ans, détenu dans la bande de Gaza. Il avait été enlevé lors du festival musical Tribe of Nova. Elle a précisé avoir récupéré et a ramené sa dépouille. France 24. Bonsoir. Oui, l'armée israélienne l'a annoncé ce matin très tôt. L'armée dit avoir retrouvé le corps de cet otage franco-israélien de 28 ans. Il avait été pris en otage le 7 octobre lors de la fête de Nova. Il n'y a pas de détails sur les conditions de sa mort, donc on ne sait pas s'il est mort à cause de sa captivité, à cause de l'attitude de ces geôliers du Hamas, ou si c'est une frappe israélienne qui l'a tué. Et puis, il faut préciser aujourd'hui que l'armée israélienne a trouvé également 2 autres corps dans la journée. Il s'agit de 2 soldats de 19 ans qui eux aussi avaient été pris en otage le 7 octobre dernier. Tous 3 ont été enterrés aujourd'hui en Israël et bien sûr l'émotion dans le public israélien est immense puisque c'est en quelque sorte le scénario du pire qui se produit. Ce ne sont pas les premiers corps que l'armée israélienne récupère à Gaza. On sait qu'il resterait environ 130 otages israéliens dans la bande de Gaza, mais selon l'armée israélienne, au moins 18 d'entre eux sont en fait des corps. Ils ont été tués. Et chaque jour qui passe, eh bien, enlève un petit peu plus d'espoir à ces familles qui espèrent retrouver leurs proches vivants. D'autant que ces familles, elles se sont dites choquées cette semaine par l'annonce du directeur du Mossad, donc les renseignements israéliens, qui dit qu'Israël ne négociera plus pour libérer des otages. On le sait, à la fin du mois de novembre, pendant la trêve entre Israël et le Hamas, 105 otages israéliens et étrangers avaient été libérés, mais désormais le sort des autres otages demeure extrêmement incertain. Et puis pour finir, un mot pour les civils de Gaza, puisque après 70 jours de guerre, la situation devient catastrophique. Ils sont acculés, ces civils, dans des zones toujours plus petites. Au sud, à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, notamment autour de la ville de Rafah, s'organise un immense camp de réfugiés où les gens dorment dans des tentes bricolées. Nos contacts sur place nous disent que la situation devient tout simplement intenable. Oui, en tout cas, depuis le 7 octobre, les violences des colons israéliens et de l'armée s'intensifient de façon assez massive en Cisjordanie. On en parle un petit peu moins car les yeux du monde sont plutôt tournés vers Gaza. Mais cette déclaration de ces pays européens, elle rappelle bien sûr dans quel contexte se trouvent les Palestiniens de Cisjordanie. Selon cette déclaration, il y a eu au moins 343 événements violents impliquant des colons radicalisés depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Et puis, ces événements ont causé la mort
mort de 8 civils palestiniens. 83 autres Palestiniens ont été blessés. Et puis enfin, plus de 1000 Palestiniens ont été forcés de fuir leur maison à cause de ces violences des colons israéliens. On le sait, ces colons agissent la plupart du temps en toute impunité, puisque même si leur présence en Cisjordanie est considérée comme illégale au regard du droit international, c'est différent pour les Israéliens qui considèrent que l'occupation de la Cisjordanie, elle est légitime. Certains des hauts représentants de ces colons sont désormais ministres. On pense à Itamar Ben-Gvir, qui est l'un des ministres les plus connus de Benjamin Netanyahou. Et eh bien, cette guerre les a radicalisés d'autant plus. Et puis pour les Palestiniens, il y a aussi la violence de l'armée israélienne, les raids, les incursions militaires dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée notamment se multiplient. J'étais jusqu'à hier à Jenin où un raid a duré 3 jours. 11 Palestiniens ont été tués au cours de ce raid. Et les civils de Jenin nous disent qu'ils vivent dans un climat de terreur désormais lorsque ces blindés israéliens investissent leurs rues. Les Israéliens disent, eux, qu'ils visent des membres de groupes armés qui sont accusés de mener des attentats. Mais les habitants disent que cela tue également des civils et que cela bouleverse totalement leur quotidien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Viva.